Bonjour, bonsoir, bienvenue à la session. On est très nombreux et c'est parfait. On pourra avoir d'excellentes discussions. Oui, il y a des collègues qui sont en ligne. Je ne sais pas, on doit avoir des collègues qui nous rejoignent à partir du Tchad, du Togo, ainsi de suite. Donc, bienvenue à cette session où on va discuter de quelques cas d'utilisation de DHS2 en Afrique francophone. On va d'abord écouter le Bénin, où ils ont ils ont digitalisé le système de surveillance des maladies. Ensuite, on ira au Tchad, où ils ont utilisé DHS2 pour la campagne. Et on reviendra en Côte d'Ivoire pour parler également je vais dire, d'un basculement d'urgence d'un logiciel MAPI vers le DHS2. Donc, j'ai l'honneur d'introduire Jerry. Jerry est le directeur des implémentations à HISO West and Central Africa. Il nous parlera de l'expérience du Bénin. D'autres collègues, notamment Agnon ou Ganiou, pourront nous joindre en ligne pour compléter. Merci. Jerry, à toi. Merci beaucoup. Ah, j'ai failli oublier deux annonces. Première annonce, il y a ce QR code que vous pouvez scanner pour envoyer les photos de vous et de nous, bien entendu, pour partager. Première chose. Seconde chose, après, il y a un autre QR code que vous pouvez scanner pour évaluer la session, faire des propositions. Et la bonne nouvelle, c'est que, d'après Simona, pour ceux qui seront les plus réactifs sur l'évaluation, il y aura des cadeaux. Tout le monde aime les cadeaux. Donc, je tiens à vous passer cette information capitale. Dis rien, toi. OK, merci. Simona? C'est bon? OK. Donc, en fait, on va un peu parler de la réponse nationale pour renforcer la veille sanitaire. Donc, c'est le cas du Bénin. Donc, on va essayer d'articuler notre présentation en parlant un peu du contexte, du cas d'utilisation, le cas d'usage, l'approche qu'on a utilisée dans notre cas de figure, le problème adressé, l'impact, OK, qu'il y a eu avec l'intervention, et donc est-ce que c'est reproductible ou quels sont les enseignements qu'on a à ce niveau, et bien entendu une conclusion. Donc, contexte, en fait, le Bénin utilisait, bien entendu, Epi Info, mais avec le temps, ils ont eu du mal à pouvoir analyser les données, par exemple, parce qu'il y avait beaucoup de données historiques et ils avaient du mal à utiliser Epi Info pour l'analyse. Il fallait ramener les données sur Excel et c'était assez fastidieux. Mais en fait, comme ce sont des données de surveillance, ils ont besoin d'avoir des informations rapidement pour la prise de décision. Donc, il était question donc, de pouvoir ramener tout ceci vers DHS2. Donc, il y avait aussi quelque chose il y avait des données historiques qu'ils avaient pu collecter pendant 10 ans. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'utiliser DHS2 pour avoir un système de surveillance. Mais bien entendu, on a dû créer des tableaux de bord, configurer les alertes donc, pour les seuils épidémiques. Et ce qu'on a pu faire aussi, c'est des notifications. Donc, dès qu'il dépasse un seuil épidémique, il y a une certaine notification qui se passe. Donc, étant donné qu'on avait les données de 10 ans, on a pu, bon, l'avant va en parler, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée derrière, c'est d'avoir un système assez réactif pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir prendre les bonnes décisions, parce que nous sommes en train de parler d'épidémie. Bon, bien entendu, il y avait un défi, c'était que, bon, il n'y avait pas de l'expertise locale pour avoir un système bien huilé. Et donc, bon, on a dû appuyer l'équipe. Et bien entendu, bon, il y avait eu d'autres défis dont je vais parler dans ma présentation. Donc, en fait, comme je l'ai dit, c'était de mettre en place un système intégré, donc avoir un système structuré, centralisé et automatisé pour l'analyse des données. Et bien entendu, on avait besoin des données historiques pour les bonnes prises de décision, parce qu'avec ça, on pouvait avoir une saisonnalité, donc pouvoir prédire, par exemple,
certains cas de maladie. Donc, l'idée, c'était d'avoir une meilleure surveillance et avec DHS2. Bon, euh, les problèmes qu'on avait, c'est que, par exemple, il y avait un retard dû à la collecte des données, OK? Parce que, bon, j'utilisais un PFO, mais il devait renseigner les informations sur papier. Il y avait parfois des problèmes. En fait, le système aussi était fragmenté parce que il y avait PInfo, c'était utilisé Excel et Access. Alors que nous sommes dans une situation, il faudrait que les données viennent rapidement. En fait, il devait donc faire une réconciliation des données. C'était un peu fastidieux parce qu'il y avait aussi les données agrégées, mais aussi les données individuelles. Et c'était difficile aussi de produire des bulletins. Et en fait, il n'y avait pas la possibilité d'avoir des alertes en temps réel. Et bien entendu, quand il n'y avait pas la possibilité d'avoir des alertes en temps réel, on avait un problème avec la réactivité en ce qui concerne la gestion de l'épidémie. Donc ici, ce qu'on a essayé de faire, l'approche technique, c'est de travailler avec l'équipe. Donc toujours notre principe, renforcer la capacité en mettant en place un système. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de concevoir les formules avec eux. Bien entendu, je sais que certains d'entre vous sont au courant qu'il y a des packages, ou des, je peux dire paquets, mais bon, d'habitude, dans notre jargon francophone, on parle de packages. Il y a eu des packages liés à la surveillance. Donc on a pris ça, on a vu le fiche de collecte, on a essayé d'adapter ça pour qu'on puisse avoir bénéficié de tous les fonctionnalités disponibles dans nos packages. Donc, bien entendu, on a pu configurer les formulaires, définir les seuils oui, seuils d'épidémie, mettre en place des systèmes d'alerte pour qu'ils puissent envoyer des notifications via email. Bon, l'idée aussi, c'était de le faire par SMS, mais bon, pour le SMS, il y a un quoi qu'il faut ajouter qui n'est pas encore mis en place. Donc, actuellement, c'est plus une alerte via email. Et donc, bien entendu, on a pu travailler sur la migration des données de plus de 10 ans. Et donc, ce qu'on a actuellement, c'est des indicateurs avec des tableaux de bord parlants. Bien entendu, nous avons bénéficié de ces tableaux de bord comment on appelle-t-on, du package, mais aussi on a dû adapter les tableaux de bord pour le contexte du Bénin. Et bien entendu, cerise sur le gâteau, nous avons pu concevoir les bulletins hebdomadaires pour eux. Donc, avec quelques clics, ils ont accès aux bulletins. Bon, bien entendu, il était question bien entendu, comme vous le savez, DHS2, il y a question de gestion de rôle d'utilisateur et tout ça. Et donc, nous avons mis en place tout ce système pour pouvoir faciliter l'utilisation du système. Et il faut le dire aussi, nous avons formé. Donc, nous avons renforcé les capacités au niveau local pour pouvoir utiliser le système. Donc, bon, qu'est-ce qu'il y a comme impact ici? Donc, maintenant, on a un accès élargi parce que maintenant, le système est en ligne et tout le monde a accès. Et c'est conforme aux recommandations de l'OMS parce que nous avons utilisé le package. Et donc, aussi, nous avons cette possibilité de faire une analyse longitudinale parce que maintenant, on a les données de plus de 10 ans dans la base, ce qui nous permet de prévoir aussi. Et bien entendu, ça nous permet aussi de d'avoir des alertes automatisées et donc de détecter rapidement les cas. Parce que maintenant, on a les possibilités. S'il y a, par exemple, je donne un cas, bon, on atteint le seuil épidémique, par exemple, pour la méningite, il y a cette possibilité d'avoir l'alerte. OK? Et cette alerte peut être une notification et on peut le voir aussi au niveau des tableaux de bord. Et donc, ce qui réduisait le temps, le délai, OK, et aussi les erreurs. Bien entendu, si on a un suivi en temps réel, on a une réponse plus rapide. Alors, bon, reproductibilité de tout ça. Bon, étant donné que DHS est un système robuste et que c'est utilisé déjà au Bénin pour d'autres cas d'utilisation, on a un système qui peut être, bien entendu, maintenu et, comment on appelle-t-on, et périn. On peut le rendre périn. Bien entendu, et fait qu'on a les données historiques, nous permet d'avoir une certaine continuité des données. Et bien entendu, avec tous les alertes que nous avons mis en place, ça leur permet de mieux surveiller et d'avoir donc d'être plus efficace à la gestion des épidémies. Donc, voici par exemple, comment appelle-t-on une image sur la complétude des données que nous avons. Il faut noter qu'ici, nous avons à la fois les données agrégées, donc du SIMR, mais nous avons aussi configuré le même système pour le suivi des cas. Donc, ici, ça, c'est juste les données du SIMR qui nous permettent, bien entendu, d'avoir, par exemple, quelques images liées à l'épidémie de rougeole. Donc, on a les districts qui sont en épidémie en rouge ici. Donc, normalement, bon,
Dans le paquet, quand c'est en jaune, c'est en alerte, mais ici, ce sont les districts qui sont en épidémie. Donc, par exemple, on peut voir les districts et donc réagir et peut-être même dans une certaine mesure alerter les voisins. Alors, ici, c'est bien entendu le bulletin que nous avons conçu pour eux parce ils devaient faire le bulletin manuellement. Mais maintenant, ils ont juste ça disponible dans DHS2. Donc, avec deux ou trois clics, ils ont cette possibilité de produire les bulletins. Bon, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que cette transformation numérique via DHST a été une réussite en ce sens que maintenant, le pays dispose d'un système de suivi en temps réel des maladies et ils ont la possibilité d'avoir les notifications en temps réel, je peux dire, via email, mais aussi cette possibilité de le voir au niveau des tableaux et des tableaux de bord. Bon, bien entendu, ce genre de choses améliore la réactivité parce que vous avez maintenant accès au tableau de façon euh, quasi en temps réel et bien entendu, avec ces notifications, on ne peut qu'être plus réactif. Et donc, euh, c'est une expérience à capitaliser, à partager, parce que ça nous permet de savoir que oui, c'est possible d'utiliser DHS2 pour la surveillance des maladies, à la fois agrégée et basée sur le cas. Donc, sur ce, euh, je viens de terminer ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Jerry pour cette présentation sur le Bénin. Nous allons maintenant accueillir Jean-Paul pour nous faire une présentation sur le Tchad. Euh, Allô? Allô? Oui, on aura une série de questions à la fin des présentations. Donc, Jean-Paul nous parlera du Tchad, où on a récemment, dès le DHS2, c'était assez laborieux, mais actuellement, ils sont sur le bon chemin. Il nous parlera de l'utilisation du DHS2 pour la campagne, la supervision de la campagne de vaccination. Jean-Paul. Jean-Paul est le directeur des implémentations et du renforcement des capacités à East Rwanda, et c'est eux qui appuient le Tchad dans l'implémentation des HS2. À toi. D'accord. C'est bon comme ça? OK. Merci, hein. En attendant, peut-être, je me présente, mais il a déjà fait ça. Je m'appelle Jean-Paul. L'autre nom là est très compliqué, je ne veux pas. Et c'est facile. D'accord. Je vais vous partager juste, excusez, je vais vous partager les parmi euh, des exemples où nous avons utilisé les plateformes DHSD pour essayer de résoudre les parmi les défis, surtout pour la partie vaccination au Tchad. Il y a des collègues en ligne, surtout les collègues qui travaillent au niveau du bureau chargé de la digitalisation, mais aussi j'espère qu'il y a des collègues de HISP Rwanda qui peuvent être en ligne. Alors, nous avons essayé de digitaliser l'outil qui est en train d'utiliser pour superviser les activités de la campagne de vaccination au Tchad. Comme le contexte est général, les pays Tchad, ils ont commencé à utiliser des DHSD il y a longtemps, mais ils utilisaient les DHSD pour la collecte des données agrégées et trackers. Donc, pour le moment, on utilise que le DHSD est l'outil principal qui est utilisé pour la collecte des informations. Et je ne vais pas juste lire tous les contextes là-bas, c'était juste pour vous montrer comment ils utilisent le DHSD. Mais l'objectif, c'est juste pour vous partager cette expérience pour la gestion des activités de la campagne.
Ils ont commencé, ils utilisaient les papiers depuis des années. Et puis après, ils ont adapté l'outil qu'on appelle 6. Et puis après, ils ont adapté notre outil qu'on appelle G6. Et en 2021, c'est là où ils ont commencé le DHSD. Euh, et après, avec le DHSD, ils ont commencé avec la partie agrégée. Et pour la partie vaccination, il y a les RMEA, l'outil qu'on utilise pour collecter les données mensuelles, mais aussi il y a les données de la campagne. Et d'autre côté, ils utilisent aussi des trackers pour certains programmes, y inclut les COVAX qui utilisaient pour gérer les parties vaccination de COVID. Maintenant, pour ce qui concerne les circuits de transmission des données ou bien des collectes des données, c'est plus que les mêmes choses dans la plupart des pays. Les données sont collectées au niveau des prestations et puis la remontée des données, ça se fait de manière hiérarchique jusqu'au niveau central. Et le niveau central, après avoir analysé, il donne le retour de l'information. Et maintenant, la deuxième partie, c'est la partie concernant la mise en œuvre ou bien la mise en place de l'outil DHSD qui est utilisé pour coordonner tout ce qui concerne les activités de la campagne de vaccination. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Bon, ça, c'est une introduction juste pour vous montrer que avant d'introduire l'outil, le DHS était là. Maintenant, l'objectif de mettre en place l'outil, c'était d'assurer la qualité de la mise en œuvre de la campagne. C'était quoi le problème? Normalement, dans la campagne, dans la plupart des pays, lors de la campagne, surtout pour les pays un peu larges, vous n'avez pas vous n'êtes pas capable de collecter ou bien de centraliser l'information journalière. Où est-ce qu'on a eu la lecture? Où est-ce qu'il y a eu des problèmes d'état? Où est-ce qu'on n'a pas trouvé les cibles comme on s'attendait? Donc, il n'y avait pas les moyens de l'apporter et collecter les informations sur terrain, surtout pour tout ce qui concerne la coordination de la campagne. Alors, les pays, avec les partenaires, avec les HISP Rwanda, on a décidé de mettre en place l'outil. Comme ça, à chaque soir, après la clôture de la session, de la journée, on apporte, chaque superviseur, maintenant, il apporte la situation dans le système. Et il y a une réunion de coordination journalière où on discute toutes les analyses selon les données, les informations qu'on a partagées dans le système. Mais avant, on était obligé d'avoir les informations après avoir clôturé la campagne après une semaine. Maintenant, on a parcouru juste toutes les étapes pour mettre en place l'outil. Juste, il y a la collecte de l'information, paramétrage des indicateurs, paramétrage des Android, parce qu'ils utilisent les tablettes. Après, formation des utilisateurs, les tests de l'outil. Et puis, on utilise l'outil pour collecter et analyser des informations. Voilà parmi les graphiques qu'on génère chaque journée pour discuter sur l'état journalier. Et puis après, on décide. Et ici, les réunions journalières, ça se fait à chaque niveau. Au niveau central, au niveau régional et au niveau des structures. Donc, à la fin de la journée, lors de la campagne, il faut une réunion. Ils analysent les données qu'on a saisies et après, on décide s'il y a eu les ruptures, s'il y a, par exemple, la retard, on n'a pas trouvé les cibles. On décide sur base des informations que nous avons. Ça, ce sont les données qui montrent le nombre de superviseurs par site, mais là, peut-être, ce sont parmi les informations qu'on a besoin, mais ce qui compte le plus, le résultat pour nous, c'est le fait que nous avons les informations à la fin de la journée qui nous aident à conclure, à prendre des décisions. Voilà parmi les graphiques qui est généré à travers les systèmes. Certains parmi les résultats, c'est qu'au niveau des préparations de ces activités vaccinales, ils disent que c'était beau parce qu'ils avaient des informations journalières sur base de ces informations. Ils étaient en mesure de prendre des décisions à temps
pour avoir des résultats à la fin de la campagne. Par exemple, il disait que 87% des équipes de la contre maîtrisent la technique vaccinale. Par ailleurs, l'organisation des sites de vaccination est appréciable dans 92 des cas avec un circuit bien défini. 84 des équipes se lavent les guillemets, les mains. Tout ça, ce sont des informations qu'ils ont apportées. Et à part de ça, toutes ces informations, même les lectures, tout ça, ils sont rapportés et puis à la fin de la journée, ils analysent pour prendre des décisions. Comme conclusion, la supervision avec l'outil DHSD a permis d'avoir les données sur la carte de la campagne en temps réel. Même si quelques faiblesses ont été observées, des actions correctrices ont été apportées pour le superviseur afin de garantir la qualité de l'offre de la service. Il convient de vulgariser l'utilisation des outils aussi, bien dans les activités de routine que dans les campagnes de masse. À part de ça, je pense aussi il faut essayer de discuter un peu sur les défis. Dans quelques sites, il est un peu difficile parce qu'il y a le problème d'accès géographique pour certaines zones. Aussi, l'insuffisance des moyens logistiques pour les supervisions régulières, insuffisance des personnels qualifiés dans certaines zones, intégration limitée des dimensions genre, faiblesse d'utilisation des données des DHD pour orienter les actions. Par exemple, au niveau des structures, euh, lors de la réunion de coordination journalière, pendant la campagne, il y a quelque part où ils ont les difficultés pour les lier à l'Internet. Comme ça, ils ne sont pas en mesure de faire des analyses journalières. Mais chaque fois après la clôture de la réunion de coordination journalière, euh, le niveau central envoie les feedbacks et les recommandations. Et le niveau régional, bien sûr, et aussi il va disséminer les recommandations au niveau des structures. Comme ça, la prise de décision journalière seront faites dans les médias. Voilà certains parmi les perspectives. Bien sûr, nous voulons voir comment intégrer l'aspect AI et automatisation. Là, nous voulons faire la détection des anomalies et aussi automatiser les tableaux de bord pour faciliter la prise de décision rapide. Et pour la partie interopérabilité, nous voulons identifier certains systèmes qui sont en place pour voir comment faire l'interopérabilité. Et nous allons aussi essayer de digitaliser les feedbacks, comme ça, les feedbacks antérieurs, au lieu de disséminer les feedbacks du niveau central au niveau régional, au niveau des structures, d'une manière, en utilisant les emails ou bien les téléphones, nous voulons aussi intégrer cette partie dans l'outil. Et à la fin, nous voulons aussi faire l'intégration des centres de santé périphériques. Voilà ce que j'ai préparé pour vous. Si c'est possible, si nous avons déjà en ligne, peut-être on peut donner une minute pour compléter, si vous me permettez. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Allô, allô, c'est ça? Allô, one, two. Allô, allô, allô. Allô, allô. OK, merci à Jean-Paul et à l'équipe du Tchad pour la présentation. Nous allons écouter la troisième communication sur la Côte d'Ivoire où ils ont eu à basculer en urgence de MAJPI pour aller sur DHS2. Je laisse la parole à Eric. Eric est médecin spécialiste en informatique médicale. Il est le directeur de HISP West et Central Africa et c'est lui qui nous donne.
Pardon, je suis tellement habitué. ISP Côte d'Ivoire est celui qui va nous donner cette communication. Les lunettes, tout ça, c'est pas facile. Allô? C'est bon? OK. Vous m'entendez, j'espère. Bonjour à tous. Euh, Merci de l'occasion que vous nous donnez de présenter le travail de la Côte d'Ivoire sur euh, la migration en urgence, comme Kofi l'a dit. Donc, je coordonne un peu toutes les activités de DHS2 en Côte d'Ivoire à travers IS Côte d'Ivoire. Et dans le mois de novembre 2024, on a eu l'information que MAJPI devrait s'arrêter en février 2025. Waouh! Réaction ou action-réaction. Donc, cette approche d'implémentation était un peu nouvelle pour nous parce qu'on ne travaille pas en urgence, mais on savait, on s'était déjà préparé parce que, pour histoire, c'est que depuis, lorsqu'on a adopté DHS en 2014, toutes les structures étaient informées du processus. Donc, on a intégré les différents programmes, on a intégré le programme de vaccination, le programme de tuberculose, et c'était autour de la surveillance. Alors, on répare. Voilà. OK. Désolé, hein. Je pense que je ne suis pas trop habitué au froid, mais bon. Alors, donc, en guide d'introduction, je vous présente un peu notre contexte. Nous avons l'INHP, qui est l'Institut national d'hygiène publique. Il y a le programme élargi des vaccinations. Il y a la DIS, la Direction de l'information sanitaire, et puis il y a l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Alors, on va essayer de faire un petit jeu. Je vais vous donner la donnée, et puis vous allez me dire où cette donnée-là doit être logée. Oh, c'est sorti déjà. Bon, d'accord. Mais ce n'est pas grave, on peut parler dessus. Pour la rougeole, donc, on nous demande de travailler en urgence, et puis vous constatez que les données de rougeole, il y en a dans MASPI, il y en a qui est utilisé par le programme élargi des vaccinations, qui utilise une base de données sous EpiInfo, comme Thierry l'a présenté. Il y a l'Institut Pasteur qui donne la confirmation des cas, qui utilise des fichiers Excel pour faire le retour. La DIS, qui est la Direction de l'information sanitaire, n'a aucune information. Ensuite, le tétanos néonatal. On va mettre ça où? Tétanos néonatal. Qui peut proposer? PEV? PEV et 10. Waouh, super. Donc PEV et 10. Quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de pénalité, donc on peut tout. Institut Pasteur. OK. Donc on regarde. PEV. TNN. Oh, TNN n'est pas venu. Bon, c'est PFA qui est venu. Alors, tétanos néonatal, on l'a retrouvé à l'INHP et au programme élargi des vaccinations. Et puis PFA également. Et décès maternel. Les décès maternels. 10. Et puis où encore? Vous voyez que notre affaire là n'est pas aussi simple. Donc on retrouve décès maternels dans INHP et également au niveau de DHS2 au niveau de la 10. Oups. Alors donc, devant cette complexité, et puis ce qu'il faut savoir, je pense que Guéry l'a soulevé, ne pensez pas que les données là sont les mêmes, hein. Ce qu'on trouve dans la base de données des MAJPI est différente de la base de données des PEV, est différente également de la base de données de l'IPCI. Et donc, ils font des harmonisations, ils ont des périodes d'harmonisation
Mais franchement, pour avoir assisté une fois, on ne tombe jamais d'accord sur les données, mais on tombe d'accord sur les chiffres. Ou on essaie de tomber d'accord sur les chiffres. J'explique. Si l'INHP a 40 cas de notification de rougeole, de cas suspects, on dira comme ça, normalement, ils vont faire le prélèvement, ils vont notifier dans, dans MHP, et puis le prélèvement ne va pas ici, hein, le prélèvement vient chez PEV. Dans le programme l'agir des vaccinations qui a le prélèvement, enregistre ces données dans leur base de données EpiInfo. Et ils envoient le prélèvement à l'IPCI. Une fois le résultat est validé, ils envoient le fichier Excel des différents cas. Donc, on s'accorde souvent sur le nombre 40, mais en réalité, quand on regarde maintenant les cas, c'est différent. Euh, L'autre peut avoir des noms qui sont différents, l'autre, ils peuvent avoir les mêmes noms, ils ont des âges différents. Finalement, c'est vrai si c'est la même personne, c'est pas la même personne, c'est des erreurs de saisie. Et vraiment, c'est dans ce mouvement-là que nous avons pris le relais et on nous demande de travailler en urgence parce que MHP va s'arrêter en février. Alors donc, notre travail a consisté à leur proposer ce modèle. Bon, on va utiliser DHIS2 et la direction de l'information sanitaire qui a le lead va donc collecter toutes ces maladies, enfin tous ces cas, et puis chacun ira, ou chacun viendra donc consulter. Voilà. Ça n'a pas été facile, mais vers la fin, nous sommes arrivés. Alors, ce qu'on a fait une analyse de l'existant comme on le fait toujours. On essaie de voir les acteurs en présence, quels sont les acteurs, les parties prenantes, les processus, comment se fait la notification, qui envoie, à quel moment, l'IPC envoie les résultats et tout ça. Et puis, ça nous a permis de constituer une équipe. Alors, pour rappel, c'est que au niveau de l'INHP, il y a une équipe qui est chargée de la gestion des données. C'est cette équipe-là qui coordonne tout. Mais aujourd'hui, grâce à ce processus, on leur a dit non. C'est vrai, ils gèrent les données, mais c'est une équipe pluridisciplinaire, dont les médecins de santé publique et tout ça. Ils avaient des pôles par pathologie. Par exemple, vous avez un pôle qui s'occupe de tout ce qui est décès maternel. Bon, les autres, ils font peut-être la grippe, mais ils ne sont pas informés de ce que l'autre fait, la donnée des décès maternels. Et là, cette fois-ci, avec DHS2, on essaie de concilier tout le monde pour dire non, c'est un travail d'équipe, de telle sorte qu'on puisse vraiment constituer cette équipe. Je n'ai pas encore pu arriver, ou non, n'ont pas pu arriver à la formalisation, parce que normalement, il doit y avoir un document formel qui définit cette équipe. Et cette équipe, on l'a élargie de telle sorte qu'aujourd'hui, on a cette équipe qui est constituée de l'ADIS, de PEV et de l'INHP. Alors, quand j'ai dit cette équipe, c'est vraiment une équipe qui gère DHS2 au quotidien, qui répond aux utilisateurs, qui vérifie également les données collectées, qui font le feedback aux utilisateurs et tout ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que aujourd'hui, l'IPCI, l'Institut Pasteur, qui envoyait ses fichiers Excel, aujourd'hui, l'IPCI a vraiment intégré le processus, si bien qu'ils sont venus même, ils ont même demandé à avoir des sessions vraiment spéciales pour qu'on puisse comprendre le processus, comment ils font pour catégoriser les différents cas et tout ça. Et donc, c'est sur ces différents aspects que nous sommes actuellement. Alors, pour le paramétrage, ça a été très rapide grâce au travail de l'Université d'Oslo, de OMS, de CDC et de IS pour West et Central Africa. On a récupéré le package, on a customisé en fonction du besoin du pays et puis on l'a donc déployé. Donc, nous avons terminé par la dernière étape qui est la migration des données historiques. Bon, après, il y a une formation de l'équipe d'administrateurs et puis la migration des données historiques.
Alors, ce processus, ce que nous retenons, c'est que ça a été marqué de nombreux défis, surtout lorsqu'il s'agissait de rattraper ou de récupérer ces données historiques. Et puis, également l'allocation des ressources. Euh, l'autre point également sur les, les défis que nous avons surmontés, c'était euh, au niveau organisationnel. Voilà. Donc, il y avait, comme j'ai dit, un pool de personnes qui étaient chargées vraiment de gérer MatchBee. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ouvert, tout le monde voit voilà, qui fait quoi. Donc, on essaie de recentrer un peu les choses et de renforcer tout le monde autour vraiment de l'idéal commun d'avoir un système de surveillance qui est unique dans lequel chacun vient prendre donc les données. Alors, le processus de migration, donc aujourd'hui, est un système unifié qui est basé sur DHIS2. Et la prochaine étape, ou les dernières étapes sur lesquelles nous sommes en train de finaliser, c'est la récupération donc, de ces données historiques dans le système. Je crois que c'est des données de 10 ans. Donc, on est dessus. Cette expérience a mis en lumière les conditions de réussite pour un changement, surtout le leadership institutionnel de la DIS qui s'est repositionné au cœur même du système d'information. Mais cela demande un accompagnement technique de proximité, vraiment si on veut réussir vraiment ce processus. Donc voilà un peu le cadre de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'intégration de la surveillance. Je vous remercie. Tac. Voilà, donc on a fini les trois communications. Euh, On va passer à la séance de questions-réponses. Merci aux trois présentateurs. Nous avons certaines personnes en ligne qui pourront également aider. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, la parole est à vous. Si vous pouvez vous présenter brièvement pour que les gens en ligne sachent qui parlent, ce serait bien. D'accord, merci. Moi, c'est Johanna, je travaille avec le Fonds mondial dans l'équipe centrale de suivi d'évaluation. J'ai une question suite à la présentation de Jérémy, mais peut-être à l'AD, Eric, il a présenté la solution. J'aimerais juste me rassurer que j'ai bien compris. Donc, dans cette intégration que vous avez fait en Côte d'Ivoire, la donnée est collectée une seule fois et après, elle est renvoyée chez qui a besoin. Est-ce correct? C'est correct, ma compréhension? OK. Parce que c'est exactement ce que je voulais poser la question chez Jérémy. Euh, Jerry, oui. Jerry, parce que pour le palu, par exemple, c'est une donnée qui est collectée avec le système surveillance épidémiologique et il est collecté par le programme palu. Souvent, les données ne correspondent pas parce que c'est peut-être aussi par rapport au délai de rapportage qui n'est pas toujours compatible les semaines avec le mois, etc. Mais dans beaucoup de pays, c'est une double notification, double effort. Et donc, chez vous, le palu est collecté une fois. Donc ça, je trouve, c'est formidable. Et puis, un bon exemple peut-être à d'autres pays à suivre pour que, voilà, dédupliquer certains efforts qui se font encore sur le terrain et de toujours avoir des données qui ne collent pas. Hmm. Et donc, je voulais savoir comment vous faites pour parce que les notifications épidémiologiques sont hebdomadaires. Et après, vous avez des fois des différences avec les notifications mensuelles, des rapports mensuels. Comment vous faites pour si les semaines ne calent pas avec le mois? Merci. Merci beaucoup, Johanna. Je crois que Eric a une réaction. OK, merci. Peut-être je vais juste expliquer le cas d'utilisation. Ici, il s'agit des données des maladies sous surveillance et des maladies évitables par la vaccination. Voilà. Voilà. Pour le moment, le paludisme n'a pas encore été mis dans la liste des maladies à déclaration obligatoire ou bien hebdomadaire. Enfin, ce n'est pas une surveillance, c'est une notification liée aux données de routine. Voilà, là, il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Mais ça viendra bientôt, puisque avec les vaccins Oui, avec les anti-paludisme, vaccins, bon, ils maintenant, sont
Je sais, au Burkina, on a eu la discussion. Au Bénin également, on a eu la discussion. Donc, bientôt, on aura, même au Congo, où on doit également faire la même chose. Donc, je crois que c'est une discussion qui arrive très bientôt, à toute vitesse, je crois. Oui, peut-être maintenant, c'est à nous de proposer, parce que l'un des challenges dans ce système-là, c'est que lorsque l'agent de santé fait l'effort de faire la notification au cas par cas, il faut que notre système arrive à lui donner l'information par semaine. Parce que lui, il a fini de faire son travail. C'est à nous d'agréger et de lui dire, voilà l'information que tu as dans la semaine. Et ça, c'est vraiment une des orientations qu'on essaie de donner, mais comme dans le système, ils étaient habitués à une notification hebdomadaire en données agrégées, on essaie, on a mis ça dans le système, mais à la longue, c'est quelque chose qui va disparaître. Voilà, de telle sorte qu'on puisse faire nos rapports hebdomadaires à partir de la notification journalière qu'il y a eu. Si je peux aussi apporter un complément à cette réponse, moi c'est Bram de Blue Square. Donc on a l'expérience de travailler aussi dans des pays notamment francophones, dont le Burkina par exemple, ou le Burundi, ou la RDC, où le paludisme est une maladie à déclaration obligatoire. Donc où il y a effectivement sous forme de données agrégées pour le moment. Pas encore le case-based qui viendra dans le futur, mais pour le moment les volumes sont trop élevés. Mais donc, où on a les deux en parallèle, où on a les rapports mensuels d'activité, donc le nombre de cas mensuels qui sont, disons, les statistiques qu'on considère souvent comme les plus correctes ou officielles, mais on a aussi donc le nombre de cas de palu avec les autres maladies à déclaration obligatoire qui sont rapportées toutes les semaines. Souvent, la complétude est un peu moins élevée, mais ça permet de générer, donc, par exemple, des bulletins de surveillance hebdomadaires avec donc une meilleure visibilité sur les tendances. Donc, ça, il y a quand même une utilité, mais c'est vrai que quand on compare les deux, même s'il y avait une concordance parfaite entre les semaines et les mois, il y aurait des différences, sans prendre en compte même la difficulté des semaines qui chevauchent sur 2 mois. Voilà. Mais le fait est que cette donnée, on se dit, bon, il y a un circuit parallèle, mais il y a quand même une valeur pour la prise de décision immédiate, pour détecter donc, des pics rapidement. Et là aussi, avec les questions d'analyse avec le climat, permet d'avoir une granularité plus élevée, donc plus de détails. Donc, mais voilà, c'est un défi. On travaille dessus, notamment avec les entrepôts nationaux des données du paludisme, qui permettent donc d'intégrer les deux, de comparer, de faire des ajustements si nécessaire. Mais voilà, c'est un problème qui se pose dans pas mal de pays, oui, effectivement. La question est, la question est si on a des données hebdomadaires et si on travaille sur la qualité, la complétude de ces données, est-ce qu'ils ne pourront pas être utilisés pour, par exemple, automatiquement être intégrés dans les rapports mensuels que les formations sanitaires doivent envoyer vers le haut pour dédupliquer le travail, charge de travail et je ne sais pas, c'est à vous que je pose la question en tant que pays expert, si c'est quelque chose qui pourrait être une vision, par exemple. Ouais, Jean-Paul qui veut commenter là-dessus, je crois que. Je suis pas là. Non, les gens en ligne ne peuvent pas. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que c'est très intéressant. En fait, bon, moi, je vais juste vous partager une expérience dans les pays où on travaille. Je commence par exemple, je prends l'exemple de Rwanda. Là, je vois que les problèmes, c'est à rapport avec la méthodologie de collecte des données. Par exemple, pour nous, le rapportage hebdomadaire, ça se fait au niveau des structures. Ça veut dire, les cas des paris, par exemple, sont rapportés à travers le système de surveillance hebdomadaire. C'est au niveau seulement, ce sont des cas juste qui sont collectés au niveau des structures. Cela veut dire que le nombre total des cas rapportés hebdomadaire, ça ne peut pas être égal au nombre de cas rapportés à la fin du mois pour les deux raisons. Un, c'est qu'à la fin du mois, il y a les cas de paris qui sont traités au niveau des communautés par les agents de santé communautaires qui sont compilés avec les cas de paris qu'on a traités au niveau des structures. Deuxième, aussi, si on compte
quand on est en train de rapporter les données hebdomadaires, on compte du lundi jusqu'au dimanche. Ouais. Maintenant, il peut y avoir à la fin les 31. Maintenant, quand nous allons rapporter les données mensuelles, on compte du 1er au 31 et il y aura quelques différences. Alors, par exemple, au Rwanda, on a décidé maintenant de développer un tracker des paris, où maintenant on a commencé de rapporter les cas au niveau du village. Donc, chaque cas traité positif, maintenant est saisi dans le tracker des paridismes qu'on a customisé dans le DHST et c'est village par village. Maintenant, on est en mesure de tracer le nombre de cas par village n'importe où. Il peut être diagnostiqué au nord, mais aussi on documente la résidence. Comme ça, on sera en mesure de dire, OK, à tel village, on a eu combien de personnes. Et maintenant, comme on a eu euh, l'incidence un peu élevée des nombres de paris, maintenant, on a commencé même de faire le tracing pour voir si, par exemple, chez vous, vous avez un cas, tous les membres de la famille seront testés. Voilà. Hmm. Je dirais pas ça, mais il y a eu un cas, on a observé une augmentation des cas dès la fin de l'année passée, 2024. Comme ça, le pays a décidé euh, de mettre en place cette stratégie. Voilà. Ou Jean-Paul, je crois qu'il y a Cissé qui est en ligne. Il demande la parole. Il a eu quelques commentaires. Simone, je ne sais pas si tu veux donner la parole à Cissé. Il a levé la main. Comme ça, on lui passe la parole. Je crois qu'il a un commentaire. Monsieur ou Madame Cissé, est-ce que vous nous recevez? Si vous nous recevez, vous pouvez activer votre micro et faire votre commentaire. Est-ce que vous nous recevez, Oui, Monsieur ou merci Madame beaucoup. Cissé? C'est Michel Cissé, docteur Cissé. Je viens d'être. Super. Allez-y, docteur. Oui, Parlez merci un peu beaucoup. à haute voix parce que tout le monde dans la salle essaie de vous entendre. Allez-y. Merci beaucoup. C'est mon micro qui était en mute. Oui, en fait, c'était par rapport à la question concernant les données hebdomadaires et mensuelles. Donc, la première chose, c'est de souligner que l'objectif n'est pas le même. Donc, bon, ça ne gêne Docteur pas. Cissé, est-ce que vous pouvez Oui. reprendre parce que c'était plus bas, maintenant on vient de monter le volume. Donc, commencez par vous présenter et puis vous allez ensuite au commentaire ou bien à la question. À vous. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est docteur Moustapha Cissé. Je suis le directeur adjoint de MACEPA Sénégal, de l'ONG PAS, donc ancien du programme national de lutte contre le paludisme. Oui, je disais qu'en fait, pour les données hebdomadaires et mensuelles, le but n'est pas le même, comme tout le monde le sait, hein. Donc là, c'est à but de surveillance, de réaction rapide. Là, c'est des données de routine pour les données mensuelles. Et comme les uns et les autres l'ont dit, vu les périodes, ce serait difficile de basculer de l'une à l'autre. Mais en fait, avec les DQA, les audits de qualité des données qui sont faits régulièrement, donc on peut comparer, voir un peu d'où viennent les différences qui sont normales, hein, comme les autres l'ont dit. Nous, en plus de cela, on a des données au Sénégal, disons, le rapid reporting. Par exemple, quelqu'un a parlé de case-based surveillance, qui permet à partir du tracker d'avoir des données quotidiennes au jour le jour. Et là, la comparaison est encore beaucoup plus, disons, concrète possible par rapport aux données hebdomadaires. Donc, nous, c'est à travers le DQA, le de la qualité des données, que nous suivons, disons, un peu la corrélation, en tout cas le lien entre ces différents types de collecte. Merci beaucoup. Merci infiniment, docteur Cissé. Je crois que vous avez ajouté un élément très important par rapport à tout ce qui est activité d'assurance qualité des données et qui contribue à la compréhension et à l'amélioration des données. Je crois qu'on est presque à la fin de cette session.
Je voudrais remercier tout le monde, ceux qui sont ici. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un en ligne qui a la main levée. Est-ce qu'il y a un commentaire encore? Merci à Agnon qui était depuis le mai en train de répondre aux questions sur le chat. Merci à vous tous. On va continuer les discussions sur la communauté de pratique. Vous verrez la session qui sera enregistrée, partagée sur YouTube, sur nos plateformes. N'hésitez pas à réagir et à continuer la discussion sur la communauté de pratique. Vous pouvez à tout moment aborder les divers communicants pour avoir des compléments d'information. Et on se dit à très bientôt. Bonne suite de conférences à tout le monde. La discussion se continue. Merci beaucoup.